quand on fait un film qui est, dès le départ, en dehors du système. Le film peut quand même être diffusé. Les images continuent à vivre. Les images font leur office. C'est à partir de ça que j'ai mis sur pied la notion de film d'intervention sociale, c'est-à-dire des films qui reflètent une réalité et qui sont projetés pour influer sur le cours de cette réalité. On ne fait pas du cinéma pour rien. Ou bien on accepte un ordre établi, ou bien on montre ce qui ne va pas dans cet ordre établi. Je ne sais pas si vous avez regardé les images au moment du Kosovo. On menait une guerre en notre nom. Il y avait un monsieur qui s'appelait James Shee et qui était le seul à pouvoir donner des informations sur la guerre. C'était le représentant de l'OTAN. Pas un seul technicien ou journaliste français n'a pu utiliser des images librement sur le Kosovo. Et M. James Shee nous a menti. Il nous a menti très ouvertement. Et je me souviens de ce monsieur filmé, se faisant filmer, arpentant un hall, comme ça, puis montant prendre sa place et disant j'ai le regret de vous annoncer que Rugova a été assassiné par les Serbes. Mais nous allons venger ça. Rugova était un monsieur calme, il a été assassiné avec ses amis, sa famille a disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont. Bon, 2 jours après, on voyait Rugova à la télévision serbe discuter avec Milosevic. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas prisonnier, qu'il n'était pas, il a toujours dit que non, qu'il était... Mais ça veut dire simplement qu'il y avait une possibilité de réponse aussi par les gens, de discuter, de remettre les choses d'aplomb. 3 jours après, la télévision serbe était bombardée. Et il y avait 12 morts parmi les personnels de la télévision. Et M. James Shee disait, par les images qu'ils ont diffusées, nous avons la certitude que l'on pouvait considérer la télévision serbe comme une cible militaire, comme un objectif militaire. Alors, est-ce que cette guerre, la guerre des images, n'existe pas toujours? C'est-à-dire, est-ce que le contrôle, dans les périodes de crise, est-ce que le contrôle n'est pas exercé d'une manière absolument unilatérale? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, peut-être, au nom du pluralisme, au nom de l'information pluraliste, d'essayer d'avoir à chaque fois le contrepoint de ce qui se dit pour pouvoir ensuite écrire l'histoire? Quels étaient les moyens de diffusion de ces films que nous faisions? Il y a eu pendant un temps, d'une manière très précise, jusqu'en 1981, des réseaux de diffusion qui étaient basés sur les ciné-clubs, sur les mouvements de jeunes, sur les MJC, et qu'on a pratiquement les gens qui les alimentaient en images, qui tournaient, je dirais, du cinéma avec, pas du cinéma sur, mais qui prenaient parti et qui tournaient les choses qu'ils voyaient, en se référant peut-être, comme notre groupe, à Éluard, qui disait « Je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai ». Nous disions « Je montre ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai ». Ça ne voulait pas dire que ce que disaient les autres en face n'était pas, dans certains cas, vrai aussi. Ça voulait dire simplement qu'on se donnait le droit de répondre et qu'il y avait des gens, des spectateurs, qui aidaient à la diffusion de choses de genre pour pouvoir les voir eux-mêmes. Et à partir de 81, dans tout ce qui était gauche, sur le plan culture, information, on s'est dit, on a maintenant la télévision. Et on va pouvoir, non pas l'envahir complètement, mais en faire un lieu de discussion, plutôt que d'organiser des réseaux qui sont fréquentés en fait par des gens qui sont déjà un petit peu, au départ, des gens qui pensent comme nous. Et on s'est aperçu que la censure à la télévision continuait. Mais il n'y a pas un seul film qui se fait sans, dans une proportion de peut-être 1 sur 100, des films français qui se font
sans l'accord préalable de diffusion d'une chaîne de télévision. C'est-à-dire que la censure, en fait, dépend entièrement de 6 personnes. Lorsque les producteurs n'ont pas la garantie d'avoir une diffusion pour leur film, ils ne produisent pas le film. C'est-à-dire qu'il y a 6 personnes en France, les 6 responsables des chaînes de télévision, qui, par hiérarchie interposée, peuvent interdire que l'on traite un sujet sur le plan cinéma en France. Les gens qui financent vont devenir ensuite les propriétaires du film. Ils deviendront en même temps propriétaires de ce que tu as mis dedans et que tu ne pourras plus utiliser. C'est pour ça qu'on a toujours essayé, dans le type de film que l'on faisait, de les faire avec peu de moyens et de faire d'essayer de rester maître d'un bout à l'autre. Avoir 20 ans dans les Aurès, on l'a fait sur la guerre d'Algérie longtemps après la fin de la guerre, mais c'était quand même le premier film français qui critiquait la guerre d'Algérie. On l'a fait en coopérative avec très peu de moyens. On a tourné en 10 jours, il aurait peut-être fallu, mais le film n'a pas la qualité qu'il aurait pu avoir avec un petit peu plus d'argent. Il dit ce que nous avons envie de dire, et on en reste responsable. Et même sur ce plan-là, d'ailleurs, c'est pas vrai qu'on en reste responsable, je dis des conneries. Nos films, on s'est aperçu un jour qu'ils avaient changé de propriétaire. Ils appartenaient à une société show-off. Le directeur du CNC de l'époque qui m'a dit ben, vous n'avez pas grande chance de les récupérer parce que la société show-off, c'est la famille Sérac. Alors là, j'ai un petit peu bondi quand même, savoir que la famille Sérac, c'est François Sérac, patron du CNPF, qui se retrouvait à avoir acheté le film des ouvriers de Saint-Nazaire qui dénonçait le patronat dans toutes les activités dont ils avaient pu se rendre compte en occupant les locaux du directeur. On a plaidé pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on a gagné. Mais entre-temps, ils avaient vendu certains films ailleurs à d'autres pour les planquer, et avoir 20 ans dans les Aurès, maintenant, appartient à TF1, qui nous dit, mais on n'a pas l'intention de le diffuser. On l'a acheté dans un blot de film comme ça. Maintenant, si vous avez l'intention d'en tirer des copies, d'accord, on vous fait un nouveau contrat où on apparaît TF1 International comme producteur du film. Bon, et on ne pouvait pas marcher là-dedans, quoi. Alors, pour l'instant, ils ne peuvent pas utiliser le film, et nous ne pouvons plus tirer de copies. On a eu une discussion avec Philippe Garrel à Arte, qui est le patron des émissions documentaires. On s'est aperçu d'une incompatibilité complète, parce qu'il disait « Nous savons ce que le public attend, donc nous pouvons orienter le producteur et le réalisateur dans leur montage pour présenter ce qu'ils ont envie de dire d'une meilleure façon qui plaît aux... » Mais nous lui disions simplement « Il y a déjà quelqu'un que vous négligez complètement au départ quand on fait des films documentaires. On ne fait pas du cinéma sur les gens, on fait du cinéma avec eux. Donc il y a le public, déjà, les gens sur lesquels on tourne, avec lesquels on tourne, qui intervient. Il y a le producteur, il y a le réalisateur. En général, comme on ne trouve pas de producteur, on est aussi producteur-réalisateur. Et puis, on n'a pas de place pour vous. Ou vous passez la chose comme elle existe, ou on s'arrange pour la diffuser nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et toutes les chaînes de télévision qui ont démarré maintenant sous l'étiquette télévision libre, ça s'appelle Télévocal, ça s'appelle Zaléa Productions, ils ont maintenant la possibilité, parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient toucher un public. Ils l'ont fait au départ illégalement. Les ondes appartiennent à l'État. Mais le CSA peut déléguer des autorisations de diffusion. Et le CSA se rend compte que maintenant, il y a une nécessité de relâcher un petit peu le robinet, parce que sans ça, il va y avoir des explosions. Sur le plan général de l'information, on s'arrange pour que les censures soient moins criantes maintenant. Mais elles existent, elles continuent quand même à exister. C'est devenu en fait une autocensure
Les gens qui ont une petite place... Et souvent en amont, quoi. Ah, oui, voilà, absolument, oui. Oui. Les gens qui refusent de parler de certaines choses parce qu'ils disent « je ne sais pas trop comment ce sera pris ». C'est pas facile de faire du cinéma marginal, mais je crois que, honnêtement, c'est encore beaucoup plus difficile de se taire quand on a choisi ce métier-là, quoi. Voilà.